Parfait. Alors, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Vous voyez bien mon écran aussi. Super. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, oui, la présentation aujourd'hui se porte sur les indices de J'adopte un cours d'eau et sur votre Ventus dans le cadre, comme Mathilde l'a dit, de la semaine de la culture scientifique donnée par moi, Alexandra Géna. Je suis la coordonnatrice de Survol Ventus et ma collègue Paola Joff, coordonnatrice au partenariat. Alors, un petit plan de la présentation. On va commencer par une petite mise en contexte, discuter des bioindicateurs, survoler un peu le calcul de nos indices de santé biologique des cours d'eau. On va vous parler d'un exemple de mesure de température, des sondes de température, et finir par une discussion, conclusion, et puis une période de questions s'il y a lieu. Pour débuter, Mathilde en a déjà dit un petit peu en débutant la présentation, mais je vais aller un petit peu plus loin. Dans le cadre d'un projet qui s'appelle Des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir, on utilise deux protocoles pour étudier la santé des cours d'eau. Tout d'abord, J'adopte un cours d'eau, qui est un volet plus éducatif, qui est fait depuis 2000, en fait, qui a été développé avec des scientifiques et des didacticiens des sciences. Donc, on vient vraiment mettre les jeunes les deux pieds dans l'eau. On les prépare avant avec des ateliers, puis après, on revient sur la sortie après en regardant, bon, qu'est-ce qu'on a vu comme résultat, comment on peut interpréter le fait, par exemple, qu'un cours d'eau près d'une école n'est pas en bonne santé, etc. Donc, ce programme-là se fait dans les cours d'eau à substrat grossier et meubles, puis les lacs. On regarde la physico-chimie, la bactériologie, les macro-invertébrés et les poissons. Je vais revenir un petit peu plus tard sur les macro-invertébrés pour expliquer en quoi ça consiste. Ça se déroule au printemps et à l'automne, puis ça vise les écoles secondaires et les cégeps. Sinon, le volet qu'on dit un petit peu plus scientifique, qui est le volet, en fait, le programme que je coordonne, Survol 20, qui existe depuis 2006, qui a été développé en partenariat avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le MLCC, qui se fait dans les petits cours d'eau à substrat grossier. On regarde encore là, la physico-chimie, qualité de l'habitat et les macro-invertébrés. On fait l'identification un petit peu plus poussée là, que dans J'adopte un cours d'eau. On ne regarde pas les poissons dans Survol 20, du moins pour le moment. Puis, ça se déroule à l'automne. Puis, ça vise les cégeps et organismes de bassin versant. Il y a aussi, je vais te mentionner, il y a aussi la CEPAC qui réalise des stations, mais c'est pas dans le projet là, des rivières surveillées s'adapter pour la D'ailleurs, ben, ce projet-là nous a amené aussi à intégrer le volet changement climatique dans nos suivis. Donc, je pourrais pouvoir vous en parler un petit peu plus tard dans les diapos. Tout d'abord, je vous parle de macro-invertébrés benthiques, poissons, mais c'est quoi le lien? C'est pourquoi c'est intéressant de les étudier pour voir la santé des cours d'eau. En fait, ben, les macro-invertébrés benthiques, c'est vraiment des bons indicateurs des conditions locales des écosystèmes aquatiques. Puis, ils intègrent les variations de leur habitat physique, physico-chimique à court et moyen terme. On parle d'environ plus ou moins un an. Puis, les poissons, bon, c'est des indicateurs des conditions générales des écosystèmes aquatiques. Puis, ils intègrent les variations physiques et physico-chimiques à moyen et long terme, donc sur plusieurs années. Si je peux donner un petit exemple avec, par exemple, des paramètres physico-chimiques. Si je vais regarder une telle journée, bon, je vais voir comment j'ai de nitrite et de nitrate dans mon cours d'eau. Je vais vraiment avoir une photo de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé pendant les dernières journées ou bien même la journée même. Donc, ça ne sera pas ça va être quand même une donnée super intéressante, mais ça ne sera pas comme avec les macros invertébrés ou bien les poissons que je vais avoir plutôt une vidéo un peu de ce qui s'est passé dans les derniers temps. Donc là, on parle de macro-invertébrés benthiques, mais à quoi ça consiste? En fait, j'aime bien décortiquer le mot pour expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, macro égale visible à l'œil nu, invertébré qui n'a pas de colonne vertébrale, et puis finalement benthique qui vit au fond des lacs et des cours d'eau. C'est important de savoir aussi que les macro-invertébrés benthiques sont un maillon très important à la chaîne alimentaire, donc ils nourrissent certains poissons, les oiseaux, etc. Puis, sont facilement aussi échantillonnables et quand même assez omniprésents là, dans les cours d'eau. Ça consiste en fait à des insectes, souvent en fait des larves d'insectes, des vers, des mollusques, des crustacés, etc. Pour la suite, je vais laisser la parole à ma collègue Paola.
Bon, je vais parler sur l'indice. Qu'est-ce que ça veut dire, un indice? Un indice, c'est le système de notation qui attribue une valeur à un objet, à un processus ou aux qualités spécifiques qu'il possède. Nous permet aussi d'observer et de quantifier facilement les fluctuations de qualité de l'eau dans une rivière ou dans un cours d'eau comme tel. Ça, c'est de façon générale. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire un indice? Le suivant, s'il vous plaît. Dans notre cas, on utilise l'indice biotique. Et qu'est-ce que c'est un indice biotique? C'est une méthode qui permet de calculer la quantité de l'eau sur une base de faune qu'on trouve dans le milieu. C'est exprimé aussi comme une valeur numérique unique, synthétise les caractéristiques de toutes les espèces présentes dans un cours d'eau. Et comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut calculer l'indice biotique? Cet indice, on le construit avec la combinaison de 2, 3 ou plusieurs variables ou métriques. Et on considère comme tel l'abondance de groupes organiques, l'abondance d'organismes tolérants et sensibles à la pollution aussi. Comment on identifie les organismes qui sont sensibles à la pollution, que c'est le sujet le plus important. On utilise une méthodologie déjà utilisée, ça fait des années, pour plusieurs chercheurs, et on donne une cote de tolérance à la pollution pour les macroinvertébrés. Ce sont des groupes associés à la cote de tolérance entre 0 et 10. 0, on les donne la valeur 0 pour les individus plus sensibles à la pollution organique et 10 pour les individus plus tolérants à la pollution organique. Dans la figure, aussi, à côté, on peut voir des espèces plus sensibles à la pollution organique et sont associées à une très bonne qualité de l'eau en amont du triangle. Et en bas, de couleur rouge, on va voir des espèces plus associées à la tolérance 10 par rapport à la pollution organique et un mauvais état de santé de notre corps d'eau. Et comment est-ce qu'on arrive à calculer l'indice de l'état de santé de notre corps d'eau? En premier, on doit dire qu'on utilise dans notre programme deux indices pour l'état de santé du corps d'eau. Tout dépend du programme qu'on utilise. En premier, on doit suivre les différentes étapes et on commence par faire un correct échantillonnage de macroinvertébrés benthiques en suivant les programmes. En suivant les protocoles du programme de surveillance. Le suivant, s'il vous plaît. On doit faire une remarque aussi au moment qu'on fait l'échantillonnage, on va trouver différentes espèces, on va trouver différents organismes. Tout dépend d'une section transversale. Par exemple, ici, dans une section transversale de notre cours d'eau, on va trouver différentes espèces. Tout dépend s'ils sont sous les pierres ou dans les graviers. C'est sûr qu'on va trouver des espèces plus tolérantes à la pollution organique dans les graviers et des espèces plus sensibles sur les pierres. La suivante. Même chose, si on voit et on fait l'échantillonnage dans un territoire, il va y avoir aussi des différences communautés de macroinvertébrés, tout en dépendant la ubication où est-ce qu'on va faire la station d'échantillonnage. Par exemple, si on fait un échantillonnage proche à la ville ou proche à un area, un secteur plus industriel, on va trouver des espèces plus tolérantes. Même chose, si on fait un échantillonnage dans la forêt, où il n'y a pas d'intervention anthropique, on va trouver des espèces plus sensibles. C'est pour ça qu'on doit faire la remarque au moment qu'on va faire l'échantillonnage et on va utiliser le programme, c'est de bien reconnaître notre territoire, notre environnement et identifier aussi où est-ce qu'on va placer les stations d'échantillonnage, les stations de suivi et pourquoi on va faire ça. Qu'est-ce qu'on veut chercher avec ça? Et on continue avec l'étape 2. On fait la caractérisation de l'habitat. Pour ça, on va aussi arriver à faire un indice de qualité de l'habitat pour les stations qu'on échantillonne.
et on fait aussi la mesure des paramètres physico-chimiques. Après ça, l'étape 3, ça veut dire qu'après qu'on fait l'échantillonnage des macroinvertébrés, on fait la caractérisation, on va aussi identifier et valider les macroinvertébrés qu'on échantillonne. Toutes les données qu'on a déjà prises, on les va laisser dans la base de données. Et à partir de ça, on arrive à l'étape 4 pour faire le calcul d'indices, tout séparément du programme, comme je viens de dire aussi. Et on va utiliser des différentes formules associées à chacun des indices. Quand on va avoir déjà fait l'indice, on le va laisser placer dans la carte interactive dans notre site web. La prochaine. Le calcul de l'indice qu'on utilise, c'est un calcul qui se fait tout le temps et que c'est en train de vérifier tout le temps aussi pour être sûr que notre indice correspond bien à la situation du milieu. C'est pour ça que cette année, on a commencé à vérifier l'indice GADOP qui travaille sur le niveau de ordre et on utilise 3 métriques finalement. Et l'indice Subvolventos qui travaille sur au niveau des familles. On utilise plusieurs métriques, 6 environ, et sont différents l'un de l'autre, mais aussi dans des résultats que ça ressemble. La suivante. Et finalement, quand on a l'indice, on l'a mis, comme je viens de dire, dans la carte interactive de notre site web et on peut trouver aussi associé au site et à la station un indice de qualité et de santé de notre produit. Je donne la parole à... Oui, alors, Paola nous a parlé des indices, mais on a aussi recours à plusieurs données complémentaires pour, d'un côté, comprendre un peu pourquoi est-ce que l'indice pourrait varier d'une année à l'autre, mais aussi pour avoir plus de données sur l'écosystème qu'on étudie plus précisément. Donc, on regarde aussi, Paola a mentionné un petit peu tantôt, mais la description de l'habitat. Donc, on vient voir avec quel type de substrat qu'on joue. Est-ce que c'est du rocheux, du meuble? Est-ce que, à quoi consiste la composition des berges? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est plutôt anthropique? Est-ce que ça a été modifié par l'humain? Sinon, l'indice de qualité de l'habitat, qui est un indice qui nous permet de voir si l'habitat est favorable ou non aux macro-invertébrés. C'est constitué d'un total de 10 paramètres qu'on vient étudier. Les mesures physico-chimiques qui peuvent venir influencer aussi les communautés des macro-invertébrés benthiques. Et puis finalement, les photos et le schéma des cours d'eau, qui est une donnée super importante à prendre, puisque ça nous permet de voir, bon, cette année-là, à quoi le cours d'eau ressemblait. Puis si j'arrive une autre année, puis bon, j'ai vraiment moins d'eau ou plus d'eau, bon, ben ça va pouvoir nous dire est-ce que si j'ai vraiment pas beaucoup d'eau, ben c'est l'état normal de mon cours d'eau au fil des années ou au contraire, on est en étiage, donc on est dans un moment qui a vraiment pas beaucoup d'eau. Donc, comme j'ai inscrit sur la diapo, là, ces informations-là vont nous permettre de comprendre les variations de l'indice d'une année à l'autre. On va vous donner un exemple concret d'une donnée finalement complémentaire assez intéressante, là, surtout avec les changements climatiques, donc les données de température. Avec les changements climatiques, on le sait, il va y avoir des événements extrêmes, soit des sécheresses qui vont porter des étiages sévères dans nos cours d'eau, donc très peu d'eau, ou au contraire, des pluies qui vont apporter des crues, des inondations, de l'érosion, mais aussi une hausse des températures qui va faire en sorte que la température de l'eau va augmenter aussi. Et ça peut venir en fait affecter les communautés des macro-invertébrés benthiques qu'on étudie. Pourquoi? C'est à cause de la tolérance thermique. Donc, rapidement, la tolérance thermique d'un macro-invertébré, c'est une gamme de température où qu'un macro-invertébré va être le mieux possible, si je peux dire. Donc, ça va lui permettre de vivre, de s'alimenter, de se reproduire sans problème. Donc, on peut avoir des macro-invertébrés, par exemple, qui préfèrent vraiment des températures froides. Mais là, si avec les changements climatiques, ben, les températures augmentent un peu partout, ben, cette espèce-là pourrait se voir soit il va devoir s'adapter, mais ça dépend à quel point ça réchauffe, là, bien entendu.
Sinon, il va pouvoir, il va devoir, en fait, il n'aura pas le choix soit de se déplacer ou bien il va tout simplement disparaître. Donc, c'est quand même des gros impacts, là, je dirais, pour un environnement parce que, comme je disais plus tôt, les macro-invertébrés sont un maillon très important de la chaîne alimentaire. Donc, si par exemple, je ne sais pas, un ordre de macros là, se voyait disparaître d'un cours d'eau pour X raisons, ben, il y a des poissons, il y a des oiseaux qui se nourrissent, donc c'est d'eux. Puis si c'est la nourriture qu'ils prenaient, puis c'est le macro-invertébré qui est plus là, bien évidemment, ça va affecter tout le monde par après. Il y a aussi pour les perturbations anthropiques, il est super intéressant de regarder la température de l'eau. Par exemple, si une industrie, là, où je ne sais pas, peut-être pour X raison, il y a un déversement dans le cours d'eau, puis qu'on voit, je ne sais pas, on est dans une température comme on a aujourd'hui, automne, qui commence à faire plus froid, puis là, on a une grosse hausse de température pour aucune raison, bien, ça va nous permettre de se poser des questions parce qu'on n'a plus avoir des données sur la température. Donc, c'est bien beau de parler de tout ça, mais comment on peut prendre les données de température? Et la réponse la plus évidente, c'est avec un thermomètre. Par contre, c'est pas le plus représentatif de la saison. Là, si on fait juste aller prendre une donnée ponctuelle de la journée d'échantillonnage. Donc, ça va être vraiment une photo de ce qui s'est passé dans cette journée-là ou dans les derniers jours. Tandis que maintenant, dans des rivières surveillées s'adapter pour l'avenir, on a accès à des sondes de température, en fait, qu'on installe du mois de mai à octobre, novembre environ. Puis, on enregistre la température à chaque 30 minutes. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment des données super importantes. C'est comme de l'or à nos yeux, si on peut dire. Donc, ça va nous permettre de voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans la saison, dans tous ces mois-là en réalité. Puis, là, je vous ai mis à l'écran, vous voyez, je vais vous montrer visuellement à quoi ça ressemblait. Donc, ça, à gauche, c'est le genre de sonde qu'on utilise. Puis, à droite, c'est un exemple d'installation. En gros, c'est un tuyau de PVC troué qu'on attache avec plein de tie wrap à l'intérieur. Puis, il y a des genres de cordes, de type corde à linge qui viennent se rattacher à la rive. Mais cette installation-là peut changer aussi, peut varier selon le type de rivière qu'on a. Puis, ben, c'est pas seulement le G3E qui est là-dedans. C'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, puis c'est très important, mais autant dans J'adopte un cours d'eau que dans Sauva Urbaintus, le G3E n'est pas tout seul là-dedans. C'est avec des collaborateurs, des coordonnateurs, partenaires, dont des organismes de bassin versant qui nous permettent d'avoir autant de données. Puis, au total, là, pour les sondes de température, c'est environ une trentaine d'organismes qui ont des cours d'eau, qui ont plus de 60 cours d'eau avec des sondes de température, ce qui est vraiment important. Donc, c'est quoi le genre de données qu'on peut ressortir de tout ça? Ben, en fait, ben, évidemment, il y a la température, mais il y a des petites nuances à apporter là-dedans. Donc, on va avoir la température moyenne, maximale, minimale, tout ça avec les corps types, les percentiles, le nombre de degrés jour avec différents seuils. Donc, par exemple, combien j'ai eu de jours dans le mois de septembre que l'eau était au-dessus de 10 degrés. Ça peut être une donnée très importante pour nous. Puis, tout ça selon différentes périodes de temps par mois pour l'été, période d'échantillonnage, etc. Donc, tout ça nous permet vraiment de documenter les variations de température les plus importantes, mais aussi de voir à chaque année, est-ce que j'ai la même gamme de température que je retrouve. Avec les changements climatiques aussi, ça nous permet d'évaluer ça, mais aussi d'avoir des informations complémentaires à l'indice qui peuvent nous aider à expliquer pourquoi je verrais l'apparition ou la disparition de certains groupes de macro-invertébrés benthiques. Donc, je vais redonner la parole à Paola pour terminer la présentation. Et voilà, on va comme ça. Écoute. Pour finir, l'indice de santé biologique, finalement, c'est une outil de communication et de sensibilisation important. Pourquoi? Parce que toutes les données que le G3E a recueillies, nous les avons traduites en indice. Cela nous permet de représenter l'état de santé de notre cours d'eau, permet aussi aux participants d'évaluer les causes possibles d'un mauvais état de santé. Et par la suite, il peut aussi proposer des actions pour protéger les cours d'eau qu'il a échantillonnés. Les bioindicateurs, les données physico-chimiques, autant que l'indice, peuvent être aussi considérés comme un moyen de communication
pour faire la sensibilisation et faire l'éducation aussi, plus que d'être juste un outil d'évaluation environnementale. L'enregistrement continu de certains paramètres, par exemple la température, nous donne une grande aide pour obtenir des informations sur la variation dans le temps, surtout quand les enregistrements de cette variation sont hors de plage de normal, par exemple dans une période de l'année ou dans les mêmes stations, les sites d'études. Finalement, l'utilisation d'indices nous permet de rendre les résultats accessibles au grand public et de faire connaître les problèmes détectés aux différents acteurs de la communauté. Ça, c'est la science citoyenne qu'on cherche finalement. Et c'est ça, voilà, c'est ça que se cache en arrière de l'indice de santé biologique. Il y a un très grand travail d'échantillonnage, de préparation des protocoles, d'évaluation aussi, de connaître notre territoire, de faire des échantillonnages de long terme et de faire participer les citoyens. Merci beaucoup. Voilà, ça termine notre présentation. Merci à tous et est-ce que vous avez des questions? C'est assez tranquille. Bon, ben s'il n'y a pas... Ah, Catherine, oui. Oui. Alexandra, est-ce qu'on a un peu une idée depuis qu'on a commencé les rivières surveillées, tout ça, est-ce qu'on a une idée un peu de l'utilisation des données qui ont été faites? Comme on dit, c'est un moyen de communication, c'est un moyen de décision. Est-ce qu'on a une idée de qu'est-ce que ça peut représenter, ça, comme... est-ce qu'on a comme une mesure un peu là, de cet impact-là? Oui, ben en fait, chez les OBV, je sais que c'est un outil qui peut être utilisé dans leur PDE, leur plan directeur de l'eau. Peut-être que Catherine et Maud pourront en parler, je sais pas. Je te mets comme sur le spot. Sinon, ben, c'est sûr, à l'interne au G3E, on travaille vraiment de concert avec le ministère de l'Environnement pour, par exemple, ben, souvent à chaque année, quand on fait la validation, ben, là, je parle beaucoup pour Survol 20 plus, mais pareil pour J'adopte un cours d'eau. On regarde un peu, bon, est-ce que l'ISB, l'indice de santé, suit comme une logique ou bien j'ai comme un gros pic vraiment, c'est une qualité vraiment moindre que d'habitude. Puis là, souvent, on se rejoint là, avec le ministère, puis on essaie d'étudier un peu ça, puis avec l'organisme en question aussi pour regarder ce qu'il y a lieu par rapport à ça. Il y a on fait aussi des projets de recherche. Là. Il y a un projet de recherche qui s'en vient bientôt. Là. C'est pas encore complètement fait. Mais aussi, les données sont utilisées dans certains cours au cégep pour pouvoir eux-mêmes seulement jouer avec les données, tout ça. Donc, ils sont capables de ressortir des analyses assez intéressantes. Paola, je ne sais pas si tu voulais compléter. Oui, c'est ça. Par exemple, pour les écoles aussi, ce sont une sorte de données qu'on utilise pour faire des actions possibles pour les écoles. La collaboration, comme tu viens de dire, avec l'université, les chercheurs sont vraiment intéressés à travailler avec nous. Vous savez qu'il y a un petit impact. Est-ce que je pourrais me permettre de poser une question, s'il vous plaît? Oui. Je suis, moi, responsable d'une association pour un petit lac dans Bellechasse. Puis, ça fait longtemps que je regarde tout ce que vous faites, puis je me pose toujours la question, comment je peux l'amener avec un lac pour que ça puisse venir un petit peu appuyer tout ce qu'on fait déjà avec le RSVL, puis comment est-ce qu'on peut, à ce moment-là, j'ai besoin un petit peu comme de concret, je dirais, pour être capable, qu'est-ce que je peux faire avec les données que vous pourriez m'apporter, qui sont avec celles du RSVL, parce que disons que notre lac, la santé de notre lac est vraiment inquiétante ces temps-ci. Fait que j'aimerais ça savoir un petit peu comment je pourrais compléter toutes les informations qu'on est en train de recueillir, puis qu'est-ce que ça pourrait m'apporter, s'il vous plaît. Merci.
On est comme dans la même pièce, fait qu'on peut se parler. Oui, c'est sûr que c'est certain pour les macro-invertébrés benthiques, comme je disais, c'est autant dans J'adopte un peu d'eau sur le métal, c'est un de nos deux protocoles, en fait, c'est dans les substrats immeubles ou grossiers, mais dans des rivières, dans des cours d'eau, en fait. Donc, la raison de ça, c'est en fait qu'on n'irait pas simplement dans les lacs, c'est notre indice n'est pas adapté finalement pour les communautés qu'on retrouverait dans les lacs. C'est pas les mêmes sortes d'insectes qu'on retrouve finalement. Donc, peut-être qu'on irait faire le même protocole dans un lac, puis finalement, ça nous donnerait un indice vraiment bas, mais en réalité, ça serait pas représentatif. Sinon, dans J'adopte un cours d'eau, c'est certain, on fait des études des poissons dans les lacs. On étudie les deltes, c'est des anomalies, donc déformation, érosion, lésion et tumeur. Merci. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça. C'est sûr que je me connais un petit peu moins pour ce programme-là. Peut-être que quelqu'un d'autre pourra compléter. Mais ce niveau macro-invertébré benthique, c'est pas vraiment notre créneau, malheureusement, là, dans les lacs. J'aurais une question par rapport à ça, Alexandra. Est-ce que ça Oui. serait possible de le faire à la décharge du lac ou justement parce que le lac va être trop proche, ça va avoir un impact trop important sur l'indice? Oui, hein? Oui, mais tout à fait. En fait, on recommande d'être au moins à 1 kilomètre du lac pour pouvoir faire les macro-invertébrés parce qu'en effet, on aurait les communautés se mélangeraient là, du lac et du cours d'eau, donc l'indice serait pas valide. Puis si tu regardais dans les affluents, C'est ça, si je peux me permettre, vous pourriez le faire dans le tributaire, finalement, dans ce qui se jette dans le lac. Donc, si vous avez des ruisseaux ou des cours d'eau qui se jettent dans le lac, ça serait des bons indices de ce qui rentre. Puis, effectivement, les poissons pourraient être un bel indice. Adeline pourra en parler un peu plus. C'est plus compliqué, là, on s'entend, à échantillonner, mais ça peut être un élément intéressant, là, parce que ça va vraiment vous dire votre communauté de poissons, est-ce qu'elle est en bonne santé ou non. Puis si elle est en mauvaise santé, mais là, vous allez pouvoir avoir des arguments. Là. Mais Adeline, je ne sais pas si tu veux compléter là, pour les poissons. ça y est, je trouvais plus mute. Oui, non, ça effectivement, ça pourrait être intéressant de voir l'état de santé des poissons et même le type de communauté des poissons. Si vous aviez, même si vous avez déjà un petit historique de type de poissons qu'on peut trouver dans le lac et de savoir s'il y a des populations qui sont nouvellement arrivées ou qui ont pu être introduites de manière accidentelle ou qui peuvent avoir une incidence et puis leur état de santé, ça donnera des indications de la qualité du milieu. Parfait, merci. C'est un aspect qui me touche beaucoup pour la qualité des poissons qu'on a. Merci. Oui, surtout la qualité des lacs est associée avec la qualité des paramètres physico-chimiques plutôt que des macro-invertébrés. N'hésitez pas à nous écrire d'ailleurs là, si vous voulez qu'on continue la conversation après cette présentation-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Parfait. Bien, alors, je souhaite remercier tout le monde qui ont été présents aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation. Merci pour ceux qui l'écouteront aussi un petit peu plus tard là, avec l'enregistrement. Puis sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Oui, au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Très intéressant. Bye. Merci. Salut Amélie.